bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan lecture du mois de janvier et voir un petit peu ce que j'ai lu en ce début d'année. Je vous avoue que je pensais que j'aurais un rythme peut-être un petit peu moins soutenu que les mois précédents. C'est pour ça que j'ai pas fait de bête lecture parce que je dis que je lirai pas beaucoup. Et en fait j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. Donc, après il y a pas mal de suites de séries donc ça devrait aller relativement vite. Mais je suis plutôt très contente parce que je pensais pas pouvoir lire autant. Donc voilà, la palle prend déjà un petit coup, on verra en fin de vidéo niveau chiffres où on en est. Mais je suis pas peu fière, donc on va passer tout de suite à la vidéo. Donc on va commencer, je l'avais dit uniquement sur Insta je crois, mais dans mon bilan de décembre, j'ai oublié de vous présenter 2 livres que j'avais lus. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mal organisée, et c'est une surprise, pas du tout. Mais je vais vous en parler là, et puis ça va me permettre en plus de rebondir sur une des lectures de janvier, parce que c'est le même auteur. Donc ça va bien se goupiller, de toute façon il y en a un c'est une suite de série, donc il n'y a pas besoin de s'étaler. Mais on commence. Donc en décembre, celui dont j'ai oublié de vous parler parmi les deux, c'est le 3e tome de Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais lu les 2 premiers en novembre ou novembre-décembre. Enfin celui-ci je l'ai lu fin décembre, donc c'est pour ça que je l'ai oublié. J'avais bien aimé le tome 1 qui m'avait un petit peu surprise dans le sens où j'avais lu quelque chose auquel je ne m'attendais pas sur certaines dimensions. Le 2 m'a un petit peu moins plu, je vous en avais parlé parce que je trouvais qu'on ne retrouvait pas les personnages qu'on avait dans le premier tome. J'étais vraiment très détachée de certains. Donc heureusement il y avait eu les personnages secondaires parce que ça avait vraiment relevé le truc. Mais du coup j'avais commencé celui-ci un petit peu mitigé, sachant qu'en plus il est plus gros. Au final, mon avis pour celui-ci, j'ai passé un bon moment, ça m'a un peu réconcilié. Il est un peu plus sombre, donc il est un peu plus l'atmosphère que j'ai escompté pour cette série dans son intégralité. Mais voilà, la fin est satisfaisante. C'est une bonne série, c'est une bonne trilogie en général, donc que je peux recommander. Mais je pense que si on veut dire quelque chose sur des sorcières, on peut facilement trouver quelque chose de plus profond et de plus travaillé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire pour ça. Et le 2e livre dont j'ai oublié de vous parler, et pas des mondes parce que c'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire et d'en parler, j'ai lu Les naufragés du Wager, Wager, je ne sais pas, comme vous voulez, mais donc de David Grann. Que dire, j'ai bien aimé et à la fois pas aimé parce que la forme du récit m'a un peu perturbée. On raconte l'épopée du Wager, donc un bateau qui date des années 1740 et en fait ce bateau prend la mer, il disparaît et au bout d'1 an et demi, un groupe de l'équipage des naufragés du coup réapparaît. Et puis quelques temps après, encore d'autres personnes réapparaissent. Et encore après, pareil. Et du coup, chaque personne va vouloir donner sa version des faits, de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, après le naufrage du Wager. Et je m'attendais à un récit, c'est ce qu'on nous dit, un récit d'aventure, un roman d'aventure. Je m'attendais à un truc un peu à la Jules Verne, un peu dans ce type de récit. Et ça n'a pas été le cas parce que l'auteur, en fait, c'est comme si on assistait à une conférence, vous voyez, ou un cours magistral à l'université sur ce sujet. L'auteur nous raconte, il nous relate tel personnage se disait ceci. Et quand cette situation est apparue, ces 3 personnages ont réagi comme cela. Vous voyez, c'est relaté, c'est pas raconté, c'est pas narré. On ne suit pas les personnages à proprement parler. Et j'ai trouvé que c'était, du coup, ça cassait un peu le côté aventure. Parce qu'on l'a pas au final, parce que voilà, on assiste à une conférence. C'est un exposé sur le sujet. Alors après, il est très bon, hein, il est très complet. On a énormément de notes. Je pense qu'à la fin, on a, je sais pas, une trentaine de pages où c'est que des notes, vous voyez que des références. Genre, dans le livre, on a toujours des petits numéros après des mots. Et en fait, c'est juste pour nous renvoyer à une note qui va nous dire cette information vient de tel document. Vous voyez, donc après l'auteur est un journaliste de base, hein, donc je pense que ça joue aussi. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu mitigée sur le format du récit et que ça m'a un petit peu coupée dans mon élan parce que il y avait de l'action sans avoir d'action, on n'était pas vraiment dedans en fait. Donc voilà, c'est le côté un petit peu trop sérieux, trop scolaire du livre qui m'a un petit peu dérangée. Mais sinon c'était une très bonne lecture. Et si jamais ce sujet vous intéresse,
je pense que ce livre vous conviendra parfaitement. Et du coup, ce qui m'amène à ma première lecture de janvier, enfin pas la première du mois, mais une des lectures de janvier, c'est que de cet auteur, dans ma palle, j'avais la note américaine que je me suis procurée avant Les naufragés du Weiger, et donc je ne l'ai pas lu de ce temps. Mais du coup, après avoir lu Les naufragés du Weiger, je me suis dit, est-ce que ce récit va être la même chose? Parce que du coup, ici, pareil, on a une enquête où on est en 1920, en Oklahoma, et on est tout autour de la communauté, je dirais, je sais pas. Enfin, on est autour des Indiens Osages, je sais pas comment on le dit. Après, je l'ai écouté en audio et le narrateur disait Osage, donc voilà. Et en fait, ces Indiens ont été un peu déportés de leurs terres sur d'autres terres, et sur ces fameuses nouvelles terres, on y découvre des puits de pétrole phénoménaux. Donc, pour pouvoir les exploiter, les autres personnes, les blancs, quoi, enfin voilà, payent des titres aux Indiens pour pouvoir exploiter la ressource. Donc les Indiens sont riches, pas à leurs dépens, mais voilà, concours de circonstances, et vient s'ajouter à ça des meurtres. Donc on retrouve certains Indiens morts, donc la femme d'un tel et tout, mais toujours les Indiens. Donc on se rend compte qu'il y a un complot. Et ça s'étale sur plusieurs années et va s'y mêler à cette enquête le FBI. Enfin, c'est les prémices du FBI, donc on les appelle pas encore FBI, on les appelle des agents fédéraux, tout simplement. Et du coup, tout va s'en suivre et voilà. Grossièrement, c'est ça. J'ai préféré celui-ci parce qu'ici, le récit, j'ai eu plus l'impression d'être immergée dedans. Voilà. Je pense que maintenant, c'est le bon mot, on le tient, hein. Mais j'ai eu plus la sensation, voilà, de lire quelque chose de moins assuré, moins structuré. Alors c'est structuré parce qu'on a 3 parties. Donc la première partie, on centre le contexte de l'histoire. La deuxième partie, c'est tout ce qu'il y a autour de l'intervention des forces de l'ordre et les procès. Et la troisième partie, c'est l'après en fait. Parce que comme David Grann est journaliste, c'est lui qui a fait ses recherches, c'est lui qui a fait son enquête. Donc après tout ça, il va retourner sur les lieux de l'histoire, il va rencontrer les descendants des personnages concernés au début. Enfin voilà, de ce côté-là, toujours niveau recherche et tout, j'ai trouvé ça très bon. On est bien sûr toujours avec des notes, des documentations, mais j'ai trouvé qu'on était moins noyé sous les notes que dans Les naufragés du Weiger. C'était moins lourd. J'ai trouvé ça plus dynamique, j'ai vraiment bien aimé découvrir cette histoire, ce fait réel, parce que l'avantage c'est qu'avec David Grann on est dans la non-fiction, donc ça veut dire qu'il prend des faits réels et lui il va creuser tout autour pour nous offrir des récits au plus près de la vérité. Pour moi celui-ci a mieux fonctionné. Comme je disais, je l'ai écouté en audio et vous savez moi avec les audios on n'est pas toujours copains selon les narrateurs, et je dois reconnaître que le narrateur de celui-ci sur Nextory est vraiment topissime. Vraiment, j'ai passé un super moment à l'écouter. Ça m'a rendu ma lecture davantage plus intéressante. Donc même en l'écoutant à une vitesse un petit peu plus accélérée que la normale, c'était très compréhensible, c'était vraiment très chouette. Donc ça, j'ai bien aimé. Également, c'est le livre qui a amené à l'adaptation du film de Martin Scorsese sorti récemment, Killers of the Flower Moon, là, je crois que c'est ça le titre. Je ne l'ai pas vu, mais je serais curieuse d'en voir l'adaptation pour voir comment ça a été fait, s'il y a eu beaucoup de liberté ou non. Mais voilà pour ça, c'était une très bonne lecture, ça je le recommande peut-être davantage que Les naufragés du Weiger dans un premier temps. Je sais que David Grann a également écrit The Last City of Z, ou The Lost City of Z, peut-être un truc comme ça, pareil, qui a été adapté, et du coup quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, donc pourquoi pas réitérer l'expérience de cet auteur plus tard, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai lu dans la continuité de ma volonté de découvrir cette saga, j'ai lu le tome 5 de Journal d'un vampire, et je dois reconnaître que pour l'instant, à mes yeux, celui-ci est meilleur que les autres, j'avoue. Alors il y a toujours des choses un petit peu grosses qui pour moi ne sont pas du tout crédibles, genre vraiment l'intrigue elle me sidère tellement elle est bizarre. Je suis toujours un petit peu dubitative face à ce que je peux lire. Après je dois dire que vis-à-vis de la fin, les 50-80 dernières pages,
J'ai bien aimé ce que j'ai lu et j'avoue avoir envie de lire la suite avec plus d'entrain que jusqu'ici. Voilà, donc ça, c'était, on a passé les 3 sur 5 là, vraiment, enfin on est à 3 sur 5, mais jusqu'à là on était entre 1 et 2, donc c'est une bonne remontée pour cette série. Ma première lecture de janvier, c'était un petit roman jeunesse qui s'appelle Écoute la baleine chanter, que j'ai bien aimé. Après, je m'attendais pas à ça, j'avoue. On est ici, on suit une mouette, ou c'est un goéland, oula, non c'est une mouette, et puis un autre oiseau qui vivent leur vie dans le port et qui un jour constatent qu'un petit baleineau est tout seul. Et de là, ils vont vouloir le sauver pour qu'il puisse rejoindre l'océan et trouver sa place dans un groupe de baleines parce que sa maman, elle n'est plus là. Donc voilà, c'était sympa, c'était mignon pour un petit roman jeunesse. Ça se lit très vite. C'est drôle. Alors moi, j'avais pas trouvé ça plus drôle que voilà, mais je pense que pour un enfant, ça fera le taf. Et le côté animaux, l'environnement et tout, c'était très sympa. Donc ça, je peux le recommander aux plus jeunes. J'ai lu, enfin, parce que ça fait un moment que c'est dans mes étagères et que c'est sorti. J'ai lu donc, ce qu'on appelle le tome 4 de la sélection L'Héritière. Alors, un tome 4, oui. Après, contrairement à ce qu'on dit des fois des spin-offs, moi je trouve que c'est une suite directe, entre guillemets, même si on est des années plus tard. Et c'est pour ça que je l'avais pas lu parce que j'avais tellement eu un coup de cœur pour la trilogie principale que je me suis dit si on me fourre des nouveaux persos, des nouveaux trucs, genre il y a une vraie fin à la trilogie de base, je vois pas ce qu'on peut faire après. Genre une nouvelle sélection, pardon. Vous voyez, genre c'est pas crédible. Et en fait, ça a été une très bonne surprise parce que j'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance que j'avais aimée dans la sélection. J'ai aimé voir nos personnages principaux là-bas repris ici, même plus vieux. Alors, comme j'ai lu longtemps après, c'est vrai qu'il y a des noms qui me parlent sans me parler. Donc je pense que le jour, parce qu'il arrivera, où je relirai la sélection et que j'enchaînerai tous les tomes, ça sera plus parlant. Mais ma foi, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai retrouvé la même ambiance, le même humour, la même envie de tourner tout le temps les pages. C'était vraiment très dynamique. Le personnage de Adeline est ma foi très sympa. Alors oui, au début elle est un petit peu tête brûlée, mais ça peut se comprendre vu la situation. On lui impose une nouvelle sélection alors qu'elle n'a pas l'intention de se marier et tout. Donc j'ai quand même trouvé qu'il y avait des bons messages. Ah, en parlant de messages, je ne l'ai pas dit. Mais dans Journal d'un vampire, pour l'époque où ça a été écrit, je trouve qu'il y avait des très bons messages concernant le racisme. C'était sur quoi d'autre? Je crois la grossophobie, enfin le féminisme. Il y avait vraiment des trucs, des messages très bons dans le tome 5 de Journal d'un vampire. Et je trouve que c'est important de le souligner parce que ça a été écrit dans les années 2000. Donc voilà pour ça. Parenthèse fermée. Ici également des bons messages. Mais je m'attendais pas à ce que que je sois coupée dans mon élan vu la fin. J'étais un peu là, j'ai pas la suite. Donc je me la procurerai, je pense, rapidement. Mais très bonne réimmersion dans l'univers. J'ai beaucoup aimé et ça confirme que c'est vraiment une de mes sagas. Ensuite, on va parler de lecture au pluriel parce que j'ai lu la trilogie du mal dans son intégralité de Maxime Chatham. Donc L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. Je ne vais pas m'étaler parce que j'en ai fait une vidéo complète dans le cadre de mon projet Chatham, donc lire tous les livres de Maxime Chatham en 2024, que je vous mettrai soit en barre d'infos, soit dans le petit si j'arrive à le faire. Voilà, encore des technologies qu'on ne maîtrise pas pour le moment. Mais voilà, c'était du coup du polar thriller, psychologique un peu, donc c'est classique, hein, on a des trigger warnings, voilà, forcément, donc pas dans les mains de tout le monde. J'ai passé un moment, j'ai beaucoup aimé le premier, moins le 2. Le 3 ça allait parce qu'il y avait vraiment des trucs qui ressortaient du lot, mais je vous avoue que moi le 3 il est centré sur une intrigue avec des araignées, donc c'était pas trop mon délire. Vous voyez, il y avait des noms, j'allais dire de marques d'araignées, mais non, de races d'araignées. J'ai pas été tapée sur Google pour les voir en photo clairement. Mais si je dois dire quelque chose sur cette première trilogie, c'est qu'on qualifie cette trilogie et pourtant j'ai pas ressenti quand je lisais, que j'enchaînais, parce que je les ai enchaînés avec 2-3 jours d'intervalle. J'ai pas ressenti que je lisais une suite directe, vous voyez. Genre, il y avait des mentions à certaines choses du tome 1, puis certaines mentions au tome 2 dans le 3, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, c'était pas pour moi un lien direct, enfin, vous voyez, genre, si j'avais lu le 2 tout seul, alors oui, il y aurait des petits rêves que je comprenais pas, forcément, parce que voilà, mais on n'est pas complètement perdu, vous voyez. C'est comme quand vous lisez un Vargas ou un Coben et que vous suivez le même inspecteur. Vous pouvez en lire indépendamment, c'est juste que voilà, vous aurez des fils conducteurs sur ce personnage-là dans les autres tomes, mais en soi,
l'intrigue, elle dépend pas de ce que vous avez lu avant. Et c'est ce petit côté dommage que j'ai trouvé, mais à part ça, c'était très chouette. Donc, ma foi, on commence sur une bonne lancée, Monsieur Chatham. J'espère que ça va se poursuivre. Alors là, on va passer à 2 flops, malheureusement. Alors, qui n'ont rien à voir entre eux. Vous allez voir, c'est pas du tout le même type de lecture, c'est juste que là, sur ma pile, ils arrivent ensemble. Mais j'ai du coup pas aimé, vraiment, on va le dire, j'ai pas aimé le fameux Circé de Madeline Miller. Alors, vraiment, là, il faut m'expliquer la hype. Parce que je referme le bouquin, déjà aux 50 premières pages, je n'ai pas compris tout le foin fait autour de ce bouquin. Vraiment, à en voir tous les retours qui étaient dithyrambiques, je m'attendais à lire quelque chose d'éprouvant dans le sens où j'allais chouiner, verser toutes les larmes de mon corps, où j'allais être anéantie par ma lecture parce que ça allait être poignant, vous voyez. Pas du tout, il ne se passe rien, c'est fade, je vois pas l'intérêt en fait du livre. Voilà, alors est-ce que, parce qu'il y a énormément de références mythologiques, donc mythologie grecque, qui sont très bonnes, qui je pense ont été travaillées, donc ça pas de souci. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez cultivée sur ce sujet et donc je suis passée à côté du livre? Je ne sais pas. Oui, ce livre est catégorisé de féminisme, ça d'accord, pas de souci. On a des messages où voilà, on suit Circé qui est une femme qui doit, qui est un petit peu bully sur certaines choses et qui se retrouve exilée, nani nana. Ok, les messages féministes si tu veux, pas de souci. Mais à part ça, il ne se passe rien. Concrètement, ce livre n'apporte rien. Il ne m'a rien fait ressentir. Les personnages sont pénibles, horripilants. La Circé, elle est d'un égoïsme pas possible, vraiment, et ça n'est pas justifié. Enfin, pour moi, c'est pas justifié. Et en plus, du coup, j'ai pas dit le résumé, mais en gros, on suit Circé, qui est la fille d'un dieu et d'une mortelle, et en fait, elle est qualifiée de pas belle, enfin vous voyez, elle est vraiment banale physiquement et tout, donc elle est un petit peu, elle passe inaperçue au sein de je sais pas si c'est l'Olympe, vous voyez, j'en sais rien, bref, elle passe inaperçue où elle vit, et puis un jour, elle tombe amoureuse d'un mec, mais comme c'est un mortel de sang pur, enfin vraiment mortel, il peut pas être avec elle, donc elle va faire en sorte de le transformer en dieu ou demi-dieu. Et après, finalement, il va pas vouloir d'elle, donc elle va chouiner, donc elle va aller se venger sur la nana pour il a des sentiments. Enfin bref, une jalousie, elle est égoïste. Et du coup, elle a des pouvoirs magiques, et c'est un petit peu mal vu, donc on va la mettre sur une île toute seule, parce que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Et puis du coup, elle apprend à vivre toute seule, et à devenir une petite sorcière. Et à des moments, c'est le bureau des plaintes. Ça ne fait que chouiner. Les gens, ils s'étonnent et machin. Ah, c'était barbant. Voilà, j'arrête de... Parce que je peux comprendre que ça puisse plaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais si peut-être vous êtes féru de mythologie grecque, ça va plus vous parler qu'à moi. Mais là, pour le coup, je comprends pas la hype. Vraiment, je comprends pas le fond autour. C'est pas justifié. Je pense que je ne lirai pas le chant d'Achille ou je sais pas quoi, enfin l'autre livre de cet auteur, parce que c'est pareil, c'est bon, je me ferai avoir une fois, pas deux. Et du coup, mon autre flop n'est autre que Cyrano de Bergerac. Voilà, d'Edmond Rostand. Pourquoi ai-je lu ça? Parce que je voyais partout, ouais c'est super, c'est trop drôle, les punchlines, nani nana. Est-ce que j'ai ri? Pas du tout. Et pourtant, je suis très bon public de l'humour, vraiment. Moi, des trucs genre coiffeur, ça me fait drôle. Le pingouin qui s'assoit sur les fesses, qui respire par les fesses, il s'assoit et meurt, ça me fait rire. Ça m'a pas du tout fait rire. J'ai trouvé ça long, ça tournait en rond. Alors oui, c'est sympa, mais voilà, ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas convaincu comme je m'attendais à être convaincue. Donc je pense qu'il faut que j'arrête de mettre mes attentes trop hautes. Mais peut-être que l'adaptation est mieux. Mais bon, comme c'est avec Gérard Depardieu et qu'en ce moment c'est pas trop le copain. Voilà, j'ai pas envie de... Mais Cyrano, c'est non. On va passer vite sur cette lecture car j'ai lu le tome 3 de Phobos. Un petit peu longtemps aussi après le tome 2 parce que le tome 2 m'avait laissé un peu mitigé. J'avais beaucoup aimé le tome 1, la première moitié du tome 2 aussi. Et celui-là, j'ai trouvé un peu long à des moments pour pas grand chose. Léonore, elle s'appelle comment celle-là? Léonore, bref. La nana, pareil, comme avec Circé, égoïste. J'ai trouvé égoïste un peu pénible. Je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc est-ce que c'est parce que je l'ai lu longtemps après? Je ne sais pas. Je lirai le 4 parce que je suis curieuse de voir la finalité de la série.
Par contre, je ne lirai pas Phobos Origine, là je sais pas quoi, ça m'intéresse pas du tout. Mais écoutez, ma foi, c'est de la bonne dystopie, donc peut-être qu'un jour, comme avec la sélection, je relirai tout d'un coup à la suite et ça me parlera davantage, parce que je me rappelle que vraiment dans le 2, la première moitié du 2, il y avait énormément de choses que j'avais aimées. Donc voilà pour ça, et ça va m'apprendre à ne pas laisser traîner des séries dans mes étagères. Autre suite de séries, et oui, vous voyez, on avance hein, par rapport aux vidéos que j'ai faites au début du mois. J'ai lu le tome 2 de la 5ème vague, donc La Mer Infinie. J'ai toujours vu sur cette saga que le premier tome était vraiment très aimé, et à partir du 2 et à l'heure du 3, le soufflet retombe. Je dois vous avouer, encore une fois, je l'ai lu très longtemps après le premier, mais j'aime bien ce que je lis en fait. J'aime bien ce que je lis, sauf l'intrigue principale. Genre vraiment tout ce qui tourne autour des autres, ça me saoule, ça me gonfle, ça me laisse indifférente, je m'en fiche. Mais je lis pour les personnages, pour savoir ce qui se passe autour. Et l'intrigue, en vrai, elle me passe au-dessus. Donc, c'est un peu confus. Alors, est-ce que c'est parce que, voilà, il y a eu un délai de lecture entre chaque tome, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça un peu confus à des moments. Après, ça se lit très bien. Je vais lire le 3, là, en février, comme ça, ce sera bouclé et j'aurai un avis global. Mais c'était une bonne lecture, sans pour autant me transcender sur les révélations ou quoi. Vous voyez, à aucun moment, j'étais sur les fesses en mode... Non, pas du tout. C'était ok, vas-y, tourne les pages. Donc voilà pour ça, un coup de cœur avec cette lecture, ce roman graphique. La princesse et le croque-monsieur. Alors moi déjà, croque-monsieur j'adore, par contre team crème pas béchamel là. Mais je l'ai vu passer je crois une ou deux fois sur Bookstar. Et j'ai pas cherché plus loin, quand je l'ai vu en librairie qu'il était dispo, je l'ai pris, voilà, hop, c'était dans le tote bag. J'avais lu le résumé sans lire le résumé. Mais ma foi, c'était très sympa. Attendez, je vais essayer de vous montrer une petite... On est sur des dessins, vous voyez, un peu en mode les Witch. Pour ceux à qui ça parle, ou alors je suis trop vieille, je sais pas si mes rêves sont périmés. Mais ici, du coup, on va découvrir Lady Camembert, qui est une jeune femme qui... son père va bientôt décéder, et elle, pour pouvoir hériter, elle doit se marier. Sauf que notre demoiselle n'a pas l'intention de se marier. Et donc pour éviter à ça, elle va... alors, c'est comme dans ma story sur Insta, se travestir. Je sais pas si en 2024 on peut encore dire ce terme, mais elle va se déguiser en homme pour pouvoir mener sa vie comme elle l'entend, ne pas être dépendante d'un contrat de mariage, etc. Ensuite, elle rencontre du coup lors d'une... Je sais pas si c'est une cérémonie ou un bal ou quelque chose comme ça, elle va rencontrer la princesse Brie. Donc Brie, tout le monde a un nom de fromage, hein. Je vous lis, elle c'est Lady Camembert, après vous avez la princesse Brie comme le Brie de Meaux. Et elle va du coup tomber sous le charme de cette princesse. Donc on est sur une romance féminin-féminin, voilà, donc, et on a d'autres représentations LGBTQIA+, donc très sympa. Et donc bah forcément elle, comme elle est déguisée en homme, la princesse ne sait pas qu'elle est tombée amoureuse peut-être aussi d'une femme, enfin tout un micmac. C'est très drôle, c'est très rafraîchissant, il y a des beaux messages, une belle morale. Moi ça m'a convaincue. En plus on est dans un royaume de fromage là, et on a quand même des petits clins d'œil à la vie de tous les jours, parce qu'à un moment elle joue à la Switch, enfin voilà, c'est des trucs un petit peu rigolos. Donc pour moi ça a fonctionné, je vous le recommande trop parce que c'était vraiment un super moment. Il n'y a pas de smut ni rien, donc dès 13-14 ans c'est super chou. Donc voilà, offrez La princesse et le croque-monsieur. C'est tout ce que j'ai ensuite lu un livre que je m'étais mis dans ma palle d'Halloween de base, enfin octobre-novembre, pour l'automne, qui n'a pas été sorti mais qui est sorti ce mois-ci. J'ai lu Mortel. Avec cette couverture hideuse parce que ces bonbons sont dégueulasses, voilà, qu'on se le dise, hein. Voilà. Ici, on rencontre Charlie et Reg, ou Reg, je sais pas comment on dit parce que son vrai prénom c'est Reginald, donc j'aurais tendance à dire Reg. Mais donc ce sont deux vampires, de vieux vampires, ils ont moins un siècle, qui, suite à une petite erreur de parcours, se retrouvent un peu bannis, voilà, dans le monde des humains et se font retirer leur vampirité, je ne sais pas, inventons des mots, enfin bref, ils sont plus vampires, ils sont humains lambda, et ils doivent mener la vie d'humain lambda, donc avoir une routine, aller au lycée, sociabiliser, avoir de bonnes notes, etc. Et s'ils survivent entre guillemets et qui répondent bien à ce qu'on attend d'eux, ils pourront sans doute
récupérer leur immortalité, oui voilà, j'allais dire vampirité mais toujours pas. Et entre deux, ils vont essayer de voir s'ils peuvent pas trouver une solution un petit peu plus rapide, vous voyez, faire appel ou bref. Et en parallèle de ça, nos personnages rencontrent des humains lambda pour lesquels ils vont sympathiser, voire avoir des petits crushs. Donc ma foi, mitigée campagne parce que le récit est du point de vue de Charlotte, là, la personnage principale, et elle est détestable, elle est pénible, égoïste, horripilante, vraiment, elle pense qu'à elle, vraiment, c'est son nombril le centre du monde, les autres on s'en fout, son frère il a beau essayer de s'intégrer et tout, elle ne fait pas d'efforts, parfois elle est même désagréable envers les autres, elle devient sympa dans les 20 dernières pages, donc bon voilà. Ce que j'ai bien aimé cependant, c'est l'univers un petit peu teenage. Vous voyez, un petit peu, voilà, lycée, université, etc. Et je pense que c'est un livre qui aurait pu... c'est un univers qui aurait pu amener matière à faire d'autres tomes et à être développé parce que, comme c'est un one-shot, il y a tout un historique du mythe du vampire là-dedans qui, vous voyez, des lois et tout comme on peut avoir dans certaines autres fantaisies. Et forcément c'est pas creusé, donc on sait peut-être pas comment ils sont amenés à devenir vampires ici, et telle chose, et machin. Et du coup, c'était un petit peu survolé, et j'avoue que si j'ai vu d'autres livres dans cet univers, j'aurais foncé tête baissée, parce que même si je n'avais pas apprécié plus que ça le début et le personnage de Charlotte, la fin m'a bien convaincue, donc c'était une bonne lecture. Je regrette pas de l'avoir lu et ouais, moi j'en aurais fait plus. Voilà, après je suis pas auteur. J'ai enchaîné ce qui n'était pas prévu. Enfin, j'avais prévu le tome 2, mais pas le tome 3. J'ai enchaîné les 2 tomes suivants de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc j'avais lu le tome 1 en décembre, que j'avais plutôt bien aimé, j'avais été agréablement surprise. Et du coup, dans le cadre d'un challenge, j'ai lu le 2. Et après, comme j'avais pas mal de trajets en voiture et que j'écoutais en audio, je me suis dit, je lance le 3. Et puis voilà, c'est pas lecture prioritaire, ça a été du petit bout par petit bout. Mais du coup, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'un. Que dire du tome 2? Tome 2, coup de cœur. Vraiment coup de cœur. J'ai trouvé que ce tome 2 apportait une nouvelle dynamique à la série. On a beaucoup plus d'action. On a des personnages que j'avais beaucoup aimés dans le tome 1 qui réapparaissent dans le 2 et qui sont bien plus présents ici, bien plus développés, donc j'ai beaucoup aimé. L'intrigue du 2 aussi était vraiment très chouette. J'ai écouté la fin dans la voiture, je crois, j'étais très sur le cul, genre en mode quoi? Trahison de ce personnage? Donc non, vraiment ça c'était vraiment coup de cœur pour ce tome 2. Le tome 3, j'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est pas coup de cœur, mais je sais que quand celui-ci est sorti, puis ensuite le 4, les avis ont été plus mitigés. Par rapport à la direction prise par l'auteur, je pense, dans l'histoire. Moi, je vous avoue que rien m'a semblé scandaleux. Alors après, oui, toute la dimension, je sais pas si c'est un spoil, mais autour de Dieu, me laisse un peu confuse. Et voilà, mais sinon, l'univers est toujours aussi sympa. Ici, on suit davantage Ophélie et j'ai trouvé que depuis le tome 2, elle s'affirme davantage. Elle prend plus confiance en elle et tout, et elle est moins naïve. Donc, gros point positif. J'ai bien aimé la dimension dans celui-ci où on a le côté enseignement parce qu'elle doit rentrer dans un cadre un petit peu scolaire à la manière de l'univers et j'ai trouvé ça très chouette. Pareil, on a d'autres personnages, encore une fois il y a des trahisons, moi je m'y attendais pas, mais très bonne lecture aussi. Donc quand je vois la fin de celui-là, j'ai hâte de voir le 4 parce que j'ai envie de savoir est-ce que je vais faire partie de ceux qui ont aimé, de ceux qui n'ont pas aimé, mystère. J'ai ensuite lu, j'allais dire vous l'avez vu dans le book haul, j'ai pas fait de book haul, bref j'en ai jamais fait, ça viendra peut-être un jour, mais on va reparler à la fin de la vidéo de ça d'ailleurs. J'ai lu La Lettre de Mademoiselle Latimore, donc un tout petit roman de chez J'ai lu, donc la collection Regency, donc romance historique, voilà la Régence anglaise on adore. Alors j'ai bien aimé, mais j'étais un petit peu déroutée parce que je m'attendais pas à ce que j'ai lu. Voilà, encore une fois, ici... on a Sophronia Latimore, donc Sophia, voilà, elle a des surnoms, qui est un peu catégorisée vieille fille parce qu'elle passe les 28 ans, elle n'est pas mariée, donc
un petit peu mal vu. De sa position, du coup, elle peut voir tout ce qui se joue un peu avec les débutantes qui débutent les saisons, les balles, les machins, les liens qui se créent, les romances, etc. Et un jour, elle va surprendre une conversation qui va l'amener à se dire que ces deux personnes devraient être ensemble et pas avec les personnes pour qui on les voit, vous voyez, genre... Et du coup, elle va écrire une lettre anonyme en disant à chaque protagoniste, vous devriez être avec un tel et pas un tel parce qu'un tel est comme ça, c'est mieux pour vous et blablabla. Ce qui amène à deux mariages qui sont plutôt fructueux. Et quand on va découvrir que c'est elle, et tout le monde va vouloir un peu l'avoir pour madame matrimoniale là, vous voyez, conseillère matrimoniale. Et du coup, moi je m'attendais à ce que elle reçoive des lettres ou des demandes et qu'il y ait beaucoup ce jeu de lettres. Ce côté épistolaire, je m'attendais à ce qu'il soit vachement plus présent dans le bouquin. Et en fait, non, il y a bien un protagoniste, un jeune homme, qui va venir lui demander des conseils pour séduire une femme et apprendre à séduire. Et donc, forcément, c'est le love interest, donc voilà. Mais il n'y a pas le côté épistolaire auquel je m'attends. Je m'attends vraiment à ce qu'elle reste dans l'anonymat un petit peu plus longtemps que ça. Et en fait, non. Mais c'était quand même très sympa, c'est très court. J'ai bien rigolé. J'ai trouvé cet univers plus sympa peut-être que dans les Rebelles d'Oxford que j'ai lus. Parce que là, on change pas mal de décors à des moments. Genre vraiment, on est plus dans le monde, on a plus d'échanges, il y a plus d'interactions. Donc on a un petit peu plus d'action. Donc voilà, j'ai bien aimé. Regency, toujours, voilà. On en lira d'autres cette année, c'est sûr. Je pense qu'un jour, j'aurai une bibliothèque Regency. C'est drôle à dire, moi et la romance. Bref. Mais voilà pour ça. Très bonne revanche, moins bonne lecture. C'était ma première, mais non, c'était la deuxième parce que je l'ai lu après le petit roman jeunesse. J'ai lu le premier tome du Murder Club du jeudi. Waouh. J'ai lu le premier tome du Murder Club du jeudi. Donc ici, on retrouve un quatuor de retraités qui vivent, vous savez, dans des petits lotissements de résidences seniors, vous voyez, donc ils ont chacun leur appart et tout, il y a des animations tel jour, des clubs, des machins pour la vie en communauté. Et donc on retrouve ces quatre seniors qui le jeudi se regroupent et se penchent sur des crimes, des affaires policières qui n'ont pas été élucidées. Donc eux ils essayent à leur manière de remonter le fil des choses pour trouver les réponses. Et du coup, suite à ça, forcément on est dans un cozy mystery, donc il va y avoir un meurtre dans l'enceinte de la résidence senior, etc. Et nos jeunes, non pas nos jeunes du coup, mais nos vieux, vont vouloir se mêler de tout. Et tout ça en étant aidés par une jeune fliquette. C'est pas très beau de dire fliquette, non? Pas bien vu ça. Une jeune policière pour mener l'enquête. Et ma foi, c'était pas fou. Pour moi, comme je vous le dis à chaque fois, un cozy mystery, j'attends que ce soit léger, drôle, qu'on ait des commérages de voisinage, vraiment le téléphone arabe, vous voyez. Et s'il y a des choses très prévisibles ou que ça va un peu vite, ça me dérange pas parce que je veux que ce soit entraînant, vous voyez, comme dans Agatha Raisin ou Le chat du bibliothécaire. Et ici, j'ai trouvé ça un peu longué. J'ai trouvé ça longué parce que l'enquête, elle s'étale. Il y a des passages qui pour moi sont pas forcément nécessaires. Il y a une ou deux choses qui m'ont surprise, ça oui, d'accord. Dans le fond, c'était sympa. Mais les personnages, je m'y suis pas attachée. Donc c'est... Est-ce que je suis vieillophobe? Je ne sais pas. Mais... et puis j'ai pas trouvé ça drôle. Vraiment, j'ai pas ri. Est-ce que c'est parce que c'est de l'humour british, comme on dit, et je passe à côté, alors que pourtant j'avais lu, vous savez, les aventures de la reine Elisabeth, là, les enquêtes de la reine, enfin bref, le Cozy Mystery sur la reine. Et j'avais eu cette réflexion sur l'humour un peu british, un peu pince sans rire, vous voyez, mais ça m'avait moins dérangé parce que j'avais quand même esquissé des sourires. Ici, vraiment pas. Et en plus, les personnages, à des moments, sont des je sais tout, et ça m'énerve. Donc, est-ce que c'est propre aux vieux? Je ne sais pas, mais je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas envie de lire la suite, donc peut-être je laisserai une chance au tome 2. Mais voilà, ça m'a pas convaincue pour un Cozy Mystery. Je pense que j'en ai d'autres dans ma palle qui vont davantage. Toujours dans ma folie furieuse de continuer les séries. Je vous ai parlé dans la vidéo sur les sagas du Bourbon Kid. Donc j'avais lu le tome 1 et j'ai du coup lu le tome 2, donc L'œil de la lune. C'est barré, c'est vraiment bizarre, c'est tordu, un peu gore.
Pas pour tout le monde, je pense. Parce que j'allais dire, faut être ouvert d'esprit, mais non, ça veut rien dire. Mais du coup, ici, est-ce que j'ai préféré celui-ci? Peut-être. Parce que dans le premier, donc le Bourbon Kid, qu'est-ce que c'est cette série? Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo saga, c'est une série écrite par un anonyme. Vraiment, on ne sait pas qui écrit ça. Donc il y a des spéculations par rapport au genre littéraire et au genre du récit qui est proposé, où on va nous dire c'est Quentin Tarantino et machin et trucs. On sait pas. On sait pas, mais il est publié et du coup, là-dedans, dans le premier tome, on avait affaire à un serial killer qui tuait toutes les personnes qui touchaient le livre sans nom. Voilà, en mode c'était le Death Note. Le Bourbon King, c'est un tueur qui, dès qu'il boit un verre de whisky, il est pris d'une fureur meurtrière. Voilà. Et est-ce que c'est un spoil ou pas? Mais en gros, il y a des espèces de vampires et des créatures et tout. Bref, un micmac un peu, vous voyez, c'est la nuit au musée, mais en gore. Moi, ça me laisse des fois, j'ai des trucs, je me dis, mais c'est trop grotesque. Et en fait, on peut pas s'empêcher de vouloir connaître le démon. Et du coup, dans celui-ci, on est toujours à Santa Mondega, bref. On est toujours dans la même petite ville d'Amérique. Et Halloween approche. Et notre fameux Bourbon Kid va être la cible d'un complot pas très sympa. Voilà, tout ce qu'on veut c'est tuer le Bourbon Kid parce que dans le premier tome, il a tué certaines personnes, donc c'est à son tour de mourir. Et du coup, dans le musée principal de la ville, une momie disparaît, mais en fait, est-ce qu'elle disparaît parce que c'est des voleurs d'art ou est-ce qu'elle disparaît parce qu'elle a repris vie? Ah, mystère. Vraiment, je vous jure, en fait, je sais pas comment décrire ce bouquin parce qu'il est vraiment ovniesque. Vous voyez, c'est du thriller fantastique et ouais, un peu dégoûtant quand même. Il y a quand même pas mal de trigger warning là-dessus. Mais je peux vous le recommander, ouais, si vous aimez tout ce qui est Tarantino, des trucs comme ça. Après, faites vos recherches sur internet pour voir qui est l'auteur anonyme, enfin les théories, parce que ça se trouve, il y a des noms qui vont ressortir, qui vont vous parler, et vous aurez envie du coup de découvrir ce genre d'univers. Mais voilà, pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est rigolo, mais mollo. J'ai lu le tome 3 de la légende des Templiers de Paul Christopher. L'année dernière, je sais pas si j'en avais parlé sur Bookstad, vu que c'était une suite, mais j'avais lu le tome 2, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2 m'avait laissé un peu plus mitigé parce que je trouvais qu'il était un petit peu plus lent. L'action était moins dynamique entre guillemets parce que dans le tome 1 en plus il y avait un personnage que j'ai beaucoup aimé et dans le tome 2 bah il était kidnappé donc il y avait plus le personnage donc ça m'a un peu manqué. Mais je suis réconciliée avec le 3. Alors le personnage que j'aime bien n'est toujours pas réapparu mais pour circonstances logiques parce qu'elle est enceinte. Voilà, donc on spoil, mais c'est pas du gros spoil, ça ne dessert pas l'intrigue. Et j'ai bien aimé celui-ci parce que on parle du Mont Saint-Michel, du Perche, donc c'est pas loin de chez nous, c'est pas loin de chez moi, la Normandie, parce que le Mont Saint-Michel est normand, pas breton, calmez-vous. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça dynamique, j'ai bien aimé l'humour qu'il y a dans ce tome qui revient parce que Peter, notre personnage principal, donc un ancien militaire et prof d'histoire médiévale dans un camp militaire, enfin West Point, est un peu rigide sur les bords à des moments, mais là j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus déridé, donc c'était un peu plus sympa. L'intrigue est cool, par contre le dénouement de l'intrigue m'a un peu... je m'en foutais un peu, j'étais un peu genre ah oui tout ça pour ça. Mais ma foi, j'ai bien aimé, je poursuivrai. Je ne sais toujours pas combien de tomes il y a, au moins 6, ça c'est sûr, peut-être 8. Bref, est-ce que c'est fini, pas fini, j'en sais rien. Mais c'était sympa, je recommande pareil à ceux qui aiment Uncharted, comment ça s'appelle, Indiana Jones, ce truc là. Je pense que ça peut vraiment plaire. Je pense que c'est une série qui plaira à mon copain, mais comme il aime pas lire, bah voilà, on peut pas en parler ensemble. C'est vraiment triste. J'ai lu le tome 4 d'Inheritance Games, qui malheureusement n'est pas un coup de cœur comme l'a été la trilogie principale. Mais ça c'est comme la sélection, on me dit ouais trilogie principale et ça c'est la... Mais pour moi c'est une suite directe entre guillemets parce que on est toujours avec les mêmes personnages, on est dans le même temps. J'ai bien aimé parce que là on est davantage centré sur les frères et leurs relations donc ça c'est cool. Après je dirais qu'on est un petit peu éloigné des autres tomes parce qu'ici oui on a quand même une enquête, un jeu, un mystère, des énigmes. Mais moins. C'est moins au centre de l'intrigue. On est vraiment plus centré là sur le relationnel, le psychologique, vous voyez, des frères, plutôt que sur les jeux de pistes, les énigmes.
En revanche, le tome 5 qui arrive après ça, je pense que lui va sans doute davantage renouer avec ce qu'on a lu dans les 3 autres tomes. Et c'est pour ça que j'en ai hâte et j'ai envie de l'adorer, donc j'ai peur de ne pas l'adorer parce que mes attentes sont hautes. Pareil, il y a un personnage qui est là, qui m'avait complètement gonflé dans le tome 3, qui réapparaît, donc bon, à voir comment ça va évoluer. Pareil, ceux qui sont Team Grayson, il est fadasse votre pote, vraiment, il est chiant, il est torturé, on a l'impression, frère, il pourrait être dans Gossip Girl, vous voyez, genre, il m'agace au plus haut point, et déjà dans le tome 3 il m'avait saoulé, donc moi vraiment je suis team Jameson. Voilà, bref, tout ça pour dire ça. Mais j'ai bien aimé voir les frères plus au centre. C'est forcément Inheritance Game, c'est une série que je recommande plus que vivement. Lecture suivante, une déception que je dois dire inattendue. Est-ce que c'est moi la fautive ou pas? Mon cerveau, j'en sais rien. Mais j'ai lu le tome 1 de Night School et je vais malheureusement abandonner la série. J'avais 4 tomes sur mes stagiaires et ils vont tous les 4 partir parce que j'ai été totalement déçue. Alors, attention, je suis déçue moi personnellement parce que je n'ai pas lu ce que j'escomptais lire. Mais je comprends que ça puisse plaire, je comprends que ça ait plu au moment de la hype et tout, pas de soucis, je comprends totalement. C'est parce que moi je m'attendais, je sais pas, je pense que le titre m'a induit en erreur parce que, puis même la couverture, genre, ouais, il lui cache des enveloppes secrets, nanana, nanana. Je m'attendais à lire quelque chose, un mélange entre Assoiffé, Vampire Academy, vous voyez, je m'attendais à un truc avec des créatures. Je m'attendais à des vampires, des loups-garous, des sorcières, tout ce que tu veux, je m'attendais à un truc fantastique. Et en fait, pas du tout. Ici, on va suivre Ali. Alors, Ali, personnage détestable sur 10, vraiment une connasse finie, celle-là. Je peux pas me la voir. Même si elle s'arrange un peu vers la fin, mais bon voilà. Donc cette jeune fille qui fait les 400 coups pour se faire remarquer parce qu'elle est en manque d'attention depuis que son frère a disparu, se retrouve envoyée dans une école un peu stricte militaire pour se faire recadrer. Donc elle est en rébellion contre le monde, contre ses parents parce qu'elle comprend pas leurs décisions. Bah madame, tu te fais arrêter 3 fois en 1 an par la police, à un moment effectivement ils prennent des mesures, donc arrête de chouiner. Bref. Et en fait, dans cette école, on est un peu coupé de tout. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, tout ce que vous voulez. Et la nuit, il y a des petites choses qui se passent parce que certains élèves font partie de la night school. Donc ce sont des cours un petit peu, pas supérieurs, mais avec une spécialité. Vous voyez, comme vous pouvez avoir des spécialités à la fac ou au lycée. Et je m'attendais à ce que la night school, cette société secrète de l'école, ce soit des créatures fantastiques, et pas du tout en fait, c'est juste une société secrète normale. Et en fait, tout tourne autour de ça. On comprend vite que y a un meurtre à un moment, et du coup, il y a des choses qui font penser en mode, ils sont à un moment dans une espèce de chapelle un peu abandonnée, vous voyez, et les 2 nanas, elles entendent des bruits, des grognements et tout, donc là on se dit, ouais, loup-garou, pas du tout. Vraiment, il n'y a rien. Et après, il y a un meurtre et tout, donc on s'attend en mode vampire, pas du tout. Vraiment, il n'y a pas du tout. En fait, c'est que j'attendais des révélations qui ne viennent jamais. Parce que ça ne concerne pas ça. Et en fait, on est centré autour de sociétés secrètes, donc vous voyez, comme qui veulent diriger le monde. Et ça m'a fait penser à, je vous en ai parlé dans une vidéo saga, la saga, du coup, La Conspiration de Maggie Hall, où là, pareil, c'est une jeune fille qui se retrouve dans un monde auquel elle ne s'attend pas, parce qu'elle est dans une famille qui fait que, voilà, les complots dans le monde et tout. Et j'ai préféré l'autre concernant la société secrète. Après, si j'avais vraiment eu le pitch sans mes attentes, sans ce que j'avais compris, je sais pas d'où ça m'est sorti, je pense que j'aurais pu apprécier parce que vraiment, si on veut un truc un peu Dark Academia, pas trop complexe, avec des sociétés secrètes, cette série elle fait le taf. Voilà, si vous n'avez pas été pris par Atlas-X ou par La 9ème Maison, ça c'est moins complexe et je pense que ça fonctionne très bien. Moi ça l'a pas fait parce que je m'attendais à des vampires et il n'y en avait pas. Donc voilà, mais malheureusement, ça restait une bonne lecture. Hein. C'est juste que j'ai été déçue par rapport à mes attentes, mais en soi, ça se lit très vite. Ça a le côté teenage qu'on aime bien, la nana, le triangle amoureux fadasse au possible, mais bon, après ça, chacun ses goûts. Mais malheureusement, Night School, c'est terminé pour moi. J'ai lu le fameux, l'unique, le temps hypé et attendu, Le Serpent et le Descendant de la Nuit.
de Carissa Broadbent chez les éditions Bookmark, qui est une très très bonne lecture. Vraiment, donc on est dans de la romantasy, donc romance fantasy. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. J'ai trouvé que la réinterprétation du mythe du vampire était vraiment très chouette parce que l'auteur donne à ses vampires un côté humain et vulnérable que j'ai beaucoup aimé. On n'a pas honte de dire ses faiblesses, alors que dans la plupart des cas, le vampire est intouchable, vous voyez. Là, pas du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé comment ils étaient faits. Pareil, le côté, on nous vend ça en mode Hunger Games vampirique. Pour le coup, je trouve que la comparaison est bonne. On a vraiment des épreuves, enfin on a un tournoi avec des épreuves qui se déroulent dans une arène sous le nez de la population. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Je trouvais parfois que les épreuves pouvaient s'enchaîner un peu vite et se résoudre un petit peu vite. Après, ça ne m'a pas dérangé. Je dirais que ce qui m'a peut-être le plus gêné, c'est la romance. Mais alors, c'est pas en mode il y a du cul, il y a du cul, il y a du cul. Non. C'est dans le sens où nos deux personnages, donc déjà le personnage de Oraya ou Oraya. Oraya, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son personnage parce que c'est une fille lambda qui se retrouve adoptée par le roi des vampires d'une certaine maison vampirique. Et du coup, elle est pas trop à sa place, elle est un peu regardée de haut, c'est un peu la proie, vous voyez. Et donc elle est méfiante de tout le monde, mais j'ai trouvé que ses actions et son caractère et des fois ses réflexions étaient justifiées, donc ça m'a pas dérangé. Pareil pour notre type, comment il s'appelle déjà? Rain. Rain, j'ai bien aimé aussi parce qu'il a un côté, comme je le disais, assez humain et vulnérable pour un vampire. Donc j'ai bien aimé, tout en ayant le côté un peu gris. On sort les canines dès qu'on peut. Et j'étais un peu chafouine parce que du coup, on est vachement centré sur eux deux. Je sais plus où est-ce que j'ai vu quelqu'un parler de ça. Ou alors c'était par rapport à un autre livre, mais c'était la même réflexion qui ressortait et je me dis, ça me fait penser à ça. C'est qu'on est vraiment centré sur eux deux et on a peu de personnages secondaires. C'est un truc qui m'a manqué parce qu'on est habitué dans certains bouquins à toujours avoir des personnages secondaires, que ce soit dans la saga d'Oren, Crescent City ou Le Sang et la Cendre. Les personnages secondaires ont une réelle importance, ont un réel impact et ils sont vraiment bien présents sur le devant de la scène. Et là, c'est un peu au détriment de nos deux personnages parce qu'on est vraiment focus sur eux deux. Il y a 2-3 personnages secondaires, mais on les voit pas tant que ça, ils sont pas trop creusés. Et j'ai trouvé que c'est ce qui m'avait manqué un peu. Après, la relation entre Auréa et Rain, très sympa. Vraiment, on a un slow burn qui est vraiment très bien fait. Mais je vous avoue que voilà, j'ai été un petit peu en manque de personnages secondaires et c'est ce qui fait que c'est pas un coup de cœur. Mais hormis ça, c'était une très bonne lecture que je recommande. Pareil, hier je vous dis que j'avais pas tourné mon bilan la journée parce que j'avais 2 lectures en cours que je voulais finir aujourd'hui avant de tourner ça. Là je tourne le matin parce que la luminosité est cool, donc il me reste quelques pages des 2 autres que je vais vous montrer, comme ça je vous les présente parce que j'ai assez lu pour me faire un avis général sur ma lecture. J'ai lu, du coup là je suis en train de terminer Witchfall. Qui est on nous dit le tome 3 de, vous savez, Witchon Witchborn. C'est un préquel. Donc pour moi, c'est pas un tome 3, à proprement parler, parce qu'on n'est pas direct dans la suite. Mais comme prévu, j'ai préféré celui-ci aux 2 autres. J'ai trouvé qu'il était plus dynamique. La romance est plus sympa. Plus d'action. Donc moins fouillis, moins charabia. Genre, j'ai mieux compris ici. Donc, ma foi, c'est une bonne lecture. Et peut-être, je pense qu'un jour, de mes étagères, j'enlèverai les 2 autres tomes et je garderai que celui-là parce que voilà, celui-là peut être lu indépendamment. Peut-être qu'il aide à la compréhension des 2 autres. Je vous avoue que j'ai pas fait gaffe parce que les 2 autres, ils sont déjà sortis de ma tête, je me rappelle limite plus ce que j'ai lu. Donc j'ai bien apprécié cette lecture. Pareil, il me reste, je sais pas, 50 pages à peine. Donc ça va être bouclé là, juste après la vidéo. Enfin, sorti le tome 4 de la saga d'Oren, donc Glow. Il n'y a pas à autant écrire pour rien. Vraiment, dans le 3, j'ai trouvé qu'il y a quelques longueurs, mais alors dans celui-là, il y a des longueurs, mon pote. Après, ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est qu'on a des chapitres du point de vue de notre love interest. Je veux pas spoiler si vous n'avez pas lu le premier parce que c'est comme un petit twist. Mais voilà, j'ai bien aimé découvrir ce point de vue. Également, on a toujours nos personnages secondaires qui sont vraiment trop drôles. Moi, j'adore. J'ai trouvé Oren un petit peu plus chiante au début de celui-là, vraiment. Un petit peu... genre, c'est bon. T'as vécu un truc,
Il faut avancer, il faut en parler, il faut assumer, c'est comme ça, ça dessert l'histoire, c'était pas négatif, il fallait que ça arrive. Mais ouais, j'ai trouvé un peu plus chiant dans celui-là. Donc je suis curieuse de lire la suite, mais il n'y avait pas à faire tant de pages. Voilà, je m'étale pas plus parce que sinon, vu que c'est un tome 4, je vais plus spoiler qu'autre chose. Mais voilà pour ça. Donc, ma foi, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour le mois de janvier. C'était mon bilan lecture. Je suis ravie de tout ce que j'ai lu parce que je n'ai lu que des livres de ma pile à lire. Je dois dire que tout à l'heure, je vous parlais des achats et j'ai pris la décision, en mode c'est radical, genre j'ai décidé de me mettre en no-buy jusqu'à ce que ma pile à lire ait atteint un nombre plus cohérent que ce qu'elle n'est là. Donc, si vous avez vu ma vidéo Objectif 2024, au 1er janvier, ma palle était constituée de 82 livres. Ce qui est, ma foi, vu d'où je partais, raisonnable. Et donc, j'ai acheté qu'un livre ce mois-ci dans ma palle, donc, ce qui fait 83. J'ai donc lu ce mois-ci 20 livres de ma palle. Parce que les 3 Chatham, du coup, c'était hors palle, c'était dans mon projet Chatham. Je les avais pas sur mes stagiaires, donc ils ne comptaient pas. Ce qui nous amène à un total de 63 livres à l'heure actuelle, qui me reste à lire. Donc si février est également sur une très bonne lancée, je pense que d'ici mi-mars, début avril, je pourrais racheter des livres. Là, ce que je m'autorise à acheter, ce sont des albums, DVD, des mangas qui sont pas dans ma palle de base. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, ma palle, c'est que des romans. Parce que les graphiques, ça se lit très vite. Et des livres que j'ai lus, mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Par exemple, je vous ai présenté Magic Charlie. Ben, le tome 1, je l'ai pas. Donc si je l'achète pour compléter, pas de souci. Donc sur ce, je vais aller terminer mes 2 petites lectures là qui me restaient à finir. Et puis m'attaquer au montage de cette vidéo qui sortira, je pense, soit vous la voyez samedi ou dimanche, l'un des deux. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!